sur le papier Webull. Donc, ce qu'on fait, nous allons faire un changement d'échelle. Pour ce changement d'échelle, donc par exemple ici, bon, je vais essayer de repartager le document. Oui, voilà. Oui. Donc là, comme je vous ai dit, vous avez les valeurs des temps entre pannes qui vont jusqu'à 1200. Et sur le papier Webull, voilà. Alors voici le papier Webull. Vous avez dans l'axe des abscisses des valeurs qui vont de 0 à jusqu'à un maximum de 200, comme vous voyez ici. Et les FI, elles vont de 0,1 jusqu'à 99,9. Donc, nous ne pouvons pas tracer sur l'axe des abscisses le temps tel qu'il est. Par exemple, 140 jusqu'à 1200. Donc, ce qu'on fait, par exemple, moi ici, j'ai divisé par 6. Lorsque j'ai divisé par 6, j'ai obtenu ces valeurs-là, 23,36, 50, 66. Donc, je vais venir sur mon papier Webull et je vais tracer avec ces valeurs-là en divisant par 6. Comme vous voyez ici, le maximum, c'est 200. Et je viens mettre ici mes points. Par exemple, ça, c'est ça, c'est les X et ça, c'est les Y. Donc, 23,33 sur l'axe des abscisses, ce qui est le temps, elle est associée à 6,14%. Et ainsi de suite, jusqu'à la valeur de 200 en heure, qui est associée à 93,85%. Et comme ça, j'aurai tracé tous mes points. Voici tous les points. Alors comme ça, par exemple, on suppose que j'ai tracé là mes points. Les voici. Alors, une seule fois que j'aurai tracé tous mes points, je viens tracer ici ma droite. Bon, je m'excuse. Je ne sais pas vraiment trop dessiner comme ça avec la souris, mais j'essaie de faire avec. Alors, l'intersection ici, on fait une projection. Et là, on aura le mu. Oh. Voilà. Donc là, on aura le mu. Mais le mu avec l'échelle divisée par 6. Donc, pour trouver la valeur réelle du paramètre mu, on va multiplier par 6. Pourquoi? Parce que j'ai déjà divisé par 6 dans le tableau. Et comme ça, j'aurai la valeur réelle de mu. Ensuite, je viens ici tracer une droite parallèle qui passe par 1. Par exemple, vous pouvez utiliser la règle et vous passez par 1 comme ça pour tracer une parallèle. Alors, pour la droite parallèle, vous aurez à peu près quelque chose comme ça. Alors, c'est vraiment approximatif ce que je fais maintenant. Alors, l'intersection ici, elle vous donne la valeur de bêta. Donc, vous n'aurez pas à multiplier parce que bêta est un coefficient. Vous avez l'échelle qui va de 0 jusqu'à 7 à peu près. Et comme ça, vous aurez retrouvé la valeur de bêta. Une seule fois que vous avez la valeur de bêta, vous allez utiliser la table de Webull. Par exemple, si je trouve ici mon bêta égale à 1,6. Alors, vous avez bêta A et B. Si mon bêta est égal à 1,6, la valeur de A sera 0,89 657 et la valeur de B sera égale à 0,57 372. Par exemple, c'est uniquement un exemple. Je vous explique la méthode.
Alors, si vous avez compris ça, je pourrais continuer cet exemple-là. Alors, est-ce que vous avez compris la méthode? Oui, Elle est madame. claire, elle est claire la méthode. Très bien. C'est clair, c'était clair. Pardon? Oui, c'était clair. Très bien. Alors, on revient à l'exemple de l'exercice numéro 1. Alors, nous avons le temps, les FI en pourcentage. Comme je vous ai dit, concernant le temps, puisqu'il est supérieur à l'échelle, j'ai fait un changement d'échelle en divisant par 6. Ensuite, je suis venue ici sur le papier Weibel et j'ai mis tous les points pour tracer la droite. Donc, voici la droite de FI, de la fonction de répartition. En plus, ensuite, j'ai utilisé la règle en passant par 1 pour tracer une droite parallèle à la fonction de répartition FI. Donc, l'intersection ici m'a permis de lire la valeur de bêta et l'intersection ici m'a permis d'avoir le mu, le paramètre mu, que j'ai multiplié par l'échelle pour avoir la valeur réelle du temps. Donc, une seule fois que c'est fait, nous avons le gamma qui est nul, donc le nuage de points à l'allure d'une droite, donc la loi de Weibel est justifiée et le gamma est nul. Pour le mu, alors en lisant, j'ai trouvé 110 ici. Donc j'ai pris la valeur de 110 que j'ai multiplié par l'échelle, j'ai trouvé 660 heures. Et pour le bêta que j'ai lu, j'ai trouvé 1,6. Donc on trouve d'après le formulaire de Weibel la valeur de A et la valeur de B. Et on calcule le MTBF. MTBF égale à A fois mu plus gamma. Donc le A, le voici, je l'ai lu à partir de la table de Weibel, multiplié par le mu, la valeur réelle de mu qui est 660, et j'ai trouvé le MTBF en heures. Alors vous faites la même chose pour la machine numéro 2. Dans la machine numéro 2, je crois qu'il y a 5 essais. Oui, il y a 5 essais. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris cet exemple? Oui. Très bien. Alors, dans le deuxième exercice, on vous dit que vous avez 9 systèmes électriques identiques qui ont été étudiés. La durée de vie en heures sont les durées de vie en heures sont les suivantes. 5, 112, 202, 295, etc. jusqu'à 905. Alors, vous remarquez ici que ce n'est pas comme l'exercice 1, c'est classé par ordre croissant. Dans la première question, on vous demande de vérifier que la durée de vie suit une loi de Weibel, dont on déterminera les paramètres. On vous demande aussi de donner la durée de vie moyenne d'un système et l'écart type, donner la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 500 heures et tracer la courbe de variation de RT, la fiabilité, f de t, la fonction de répartition, et petit f de t qui est la densité de la probabilité. Alors, les durées de vie en heures sont les suivantes. Pour vérifier la loi de Weibel, alors, il faut calculer le nuage de points, TIF de I. Comme nous avons un nombre d'échantillons qui est égal à 9 et qui est inférieur à 20, nous allons toujours utiliser la même formule que nous avons utilisée dans l'exercice précédent, qui est f de i égale à i moins 0,3 divisé par n plus 0,4. Alors, on classe le temps par ordre croissant, ils sont déjà classés par ordre croissant. Vous avez les i allant de 1 jusqu'à 9 et les fi. Donc, en calculant les fi de la même manière, nous allons obtenir ces valeurs-là que nous venons ici mettre en pourcentage. Donc, c'est toujours, comme je vous ai dit, par exemple, i égale à 1, c'est 1 moins 0,3 divisé par 9 plus 0,4, le grand N, qui est le nombre total d'échantillons. Donc, on vient ici sur le papier Weibel et on trace la droite, qui est f de i. Et bien sûr, en faisant un changement d'échelle parce que les valeurs du temps vont jusqu'à 905, qui est aussi supérieur à l'échelle des abscisses.
sur le papier Weibel. Ensuite, une seule fois que nous avons tracé notre droite, alors l'intersection ici va nous donner la valeur de μ. En suivant l'échelle, vous pouvez lire 4,8 fois 10 puissance 2 parce que l'échelle utilisée ici, c'est 10 puissance 2 qui est 100. Ensuite, on vient ici tracer une droite parallèle qui passe par 1 et nous allons obtenir un bêta égal à 1,4. Voilà. Donc, dans le premier, le nuage de points à l'allure d'une droite, ce qui signifie que la loi de Weibel est justifiée. Donc, le premier paramètre, gamma, est nul. Alors, la droite D coupe l'axe mu au point 48 fois 10, qui est égal à 480. Donc, le mu est égal à 480 heures. Donc, la parallèle, la droite parallèle D' qui est parallèle à la droite D, coupe l'axe de bêta à la valeur 1,4. Donc, vous avez bêta égale à 1,4. Donc, les paramètres de la loi de Weibel sont gamma, mu et bêta. Pour le MTBF, madame, كيفاش حسبتيها؟ oui. Vous parlez de quoi? Oui. madame, 480. 480 heures. Alors, on l'a fait de la même manière. Quand vous utilisez le papier Weibel, alors vous avez ici les FI en pourcentage et vous avez le temps. D'accord? Le temps, il va de 5 jusqu'à 905. Alors, comme c'est 905 est supérieur à l'échelle des abscisses sur le papier Weibel, nous allons faire un changement d'échelle. Alors, tout dépend du papier que vous avez. Alors ici, moi, j'ai le papier 100. On aurait pu utiliser aussi le papier 200 comme l'exemple précédent. Tout dépend du papier que vous avez. D'accord? Alors, en utilisant ce papier-là, j'ai utilisé un changement d'échelle. Ensuite, j'ai tracé ici ma droite. Toujours le FI. Ici, le FI, il va de 0,1 jusqu'à 99,9. Et le TI, il va de 0,1 jusqu'à 100 ici, dans l'échelle. C'est pour cela qu'on utilise un changement d'échelle. Donc, l'échelle, c'est 1 sur 100. Vous divisez à chaque fois par 100. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, c'est bon, madame. Vous faites uniquement un changement d'échelle. D'accord? Et vous lisez ici. Vous venez ici, vous lisez le mu. Une seule fois que vous lisez le mu, vous multipliez par l'échelle. Par exemple, ici, si on lit 4,8, on multiplie fois 10 à la puissance 2. Pourquoi? Parce que l'échelle, ici, nous avons divisé par 100 pour tracer. Tout dépend de l'échelle que vous utilisez en faisant votre exercice. Alors maintenant, vous allez utiliser les équations que je vous ai données, les expressions que je vous ai données dans le rappel. Le MTBF est égal à A fois mu plus gamma. On a la valeur de bêta. En utilisant la valeur de bêta, nous allons utiliser la table de Weibel pour déterminer A et B. Parce que chaque valeur de bêta, comme je vous ai dit, elle est associée à une valeur de A et de B. Par exemple, ici, vous avez 1,4 dans cet exercice. Donc, la valeur de bêta, c'est 0,91 142. Et voici la valeur de B aussi. Alors, une seule fois que c'est fait, on remplace. Alors, voici la valeur de A fois 480, la valeur réelle de mu, plus gamma égale à 0. On trouve le MTBF. On continue avec l'écart type, égal à B fois mu, B égale 0,66 fois 480. Et on trouve les valeurs de l'écart type. Maintenant, en utilisant l'expression de la fiabilité, R de T égale exponentielle moins T moins gamma sur mu à la puissance bêta, on vient ici, on remplace. Le gamma égale à 0, le mu égale 480 et le bêta égale à 1,4. Donc,
on laisse uniquement le t. C'est le temps qui est variable. Donc, nous allons obtenir cette formule-là, qui est la formule qui nous permettra d'avoir les valeurs de la fiabilité pour chaque instant t. Et nous venons ici dresser un tableau. Vous avez les valeurs réelles du temps et l'expression de R de t, qui est la fiabilité. Donc, à chaque fois, je viens utiliser cette formule-là et je remplace le temps. Par exemple, ici, pour 5 heures, c'est exponentielle moins 5 divisé par 480, le tout à la puissance 1,4, etc. On fait la même chose pour toutes les valeurs, les temps entre pannes. Alors, pour la fiabilité à 500 heures, nous allons uniquement remplacer le temps par la valeur 500 et on va trouver un pourcentage de fiabilité qui est égal à 34,68%. Alors, pour la fonction de répartition, alors ici, qu'est-ce qu'ils ont demandé aussi? Tracer la courbe de variation de R de t. Oui, une seule fois que j'ai les valeurs de R de t, je viens ici sur mon papier millimétrique, je viens uniquement tracer la courbe R de t, la fonction R de t qui est égale à exponentielle moins t divisé par 480 à la puissance 1,4. Alors, je mets mes points, les points que j'ai déjà calculés, en choisissant aussi la bonne échelle, et je trace ma courbe, la courbe de R de t. Alors, de même on fait pour la fonction de répartition, qui est égale à 1 moins RT, qui est 1 moins exponentielle moins T sur 480 à la puissance 1,4. Et à chaque fois ici, je remplace le temps pour trouver F de T. Et je fais de même pour la probabilité, pour la densité de la probabilité. Pour la densité de la probabilité, vous avez cette formule-là. C'est bêta divisé par mu fois t moins gamma divisé par mu à la puissance bêta moins 1 fois exponentielle moins t moins gamma sur mu à la puissance bêta. Alors, nous avons déjà la valeur de bêta qui est égale à 1,4, la valeur de mu qui est égale à 480 et gamma qui est nulle. Nous aurons cette expression-là dans laquelle on va uniquement remplacer le temps à chaque fois. On va le remplacer par 5, 112 jusqu'à 905. Et vous tracez ici les courbes. Vous tracez la courbe de f de t, grand F et petit f de t. Et comme ça, on aura fini cet exercice-là. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant la loi de Weibull? Est-ce que la méthode, elle est claire? Elle est, madame, elle est claire. Comment ça, c'est clair pour vous? Oui. Donc, le plus important, alors comme je vous ai dit, c'est une méthode empirique. On n'a pas à démontrer les équations parce qu'elles ont été obtenues expérimentalement. Donc, c'est bien, c'est vrai, quand on fait un test, c'est bien d'avoir toutes ces lois comme indication. Par exemple, l'expression de R de T et aussi de la densité de la probabilité, la fonction de répartition. Mais si vous n'avez pas ça, vous faites avec. Il faut les avoir en tête, ces expressions-là. En tout cas, la méthode, elle est assez simple. Une seule fois que vous avez compris, vous pouvez le faire. Alors, c'est ce que j'avais expliqué à vos camarades durant les 15 minutes de la séance, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la fin de la séance. C'était en expliquant la méthode, comment on obtient le mu et le bêta et comment déduire A et B pour appliquer ces lois, ces lois empiriques. Alors, nous avons aussi un point qui est important, c'est la durée de vie nominale, le L10. Et c'est ce qui a fait l'objet de votre interrogation. L'interrogation que vous avez fait samedi. Alors, c'est la durée de vie, L10, pour que la fiabilité du système soit égale à 0,9. Ça veut dire pour qu'elle soit égale à 90%. Parce qu'un système ne peut pas être fiable à 100%. Donc, la durée de vie nominale, c'est R de t égale à 0,9. Alors, vous pouvez obtenir ça graphiquement. Vous avez deux méthodes.
Soit vous utilisez la formule de R de t et vous allez tirer l'expression du temps qui est celle-là, et vous allez remplacer ce temps-là, L10, il vous permet d'avoir un RT égal à 0,9. Donc, vous venez ici, vous remplacez le RT par 0,9 pour avoir le L10. Donc, L10 égale A gamma plus mu fois ln1 sur R de t à la puissance 1 sur bêta, avec R de t égale à 0,9 pour avoir le temps qui est égal à L10. Soit vous le faites, soit vous le calculez comme ça, ou bien vous l'obtenez graphiquement. Quand vous désirez l'obtenir graphiquement, c'est très simple. Vous venez ici à la fonction de répartition. Alors, où est-ce qu'elle est la fonction de répartition? Oui. Vous venez ici au papier Weibel, sur la fonction de répartition, et vous allez prendre les 10%, L10. Ça, c'est 10, 10%. Donc, l'intersection, ici, avec FI, elle vous donne le temps. Vous faites ici une projection et vous trouvez le temps. Alors, le temps, bien sûr, qui vous permet d'avoir une fiabilité de 0,9 et qui est la durée de vie nominale. Alors, est-ce que c'est clair? Vous avez compris comment on calcule le L10? Très bien. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant la loi de Weibel? مدام تقدري تعاودي لنا لا فيابيليتي اللي كيفاش حسبتيها؟ Bien sûr. Dans le temporel, R de t. Alors ici, vous avez l'expression R de t. La fiabilité R de t égale exponentielle moins t moins gamma divisé par mu, le tout à la puissance bêta. Donc ça, c'est l'expression de la fiabilité. Donc, je viens ici dans mon exercice où on me demande de calculer la fiabilité, R de t. Alors, nous avons trouvé que le gamma est nul. Pourquoi? Parce que la loi de Weibel est vérifiée. Quand nous avons tracé nos points, notre nuage de points, il avait l'allure d'une droite, ce qui nous a permis de vérifier la loi de Weibel. Et le bêta et le mu que nous avons obtenu graphiquement. Alors, à partir de là, on peut déduire l'expression de R de t. Donc, le mu est égal à 480 et le bêta égal à 1,4. Donc, exponentielle moins t sur 480 à la puissance 1,4. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai remplacé gamma, mu et bêta dans l'expression. Donc là, il me reste le temps qui est variable. Donc, je viens ici, je vais tracer un tableau. Nous avons les temps entre pannes en heures, 5, 112, 202. Donc, je viens dans mon expression ici et je remplace le t à chaque fois. Donc, pour trouver R, la fiabilité pour un temps entre pannes de 5 heures, elle est égale à exponentielle moins 5 divisé par 480 à la puissance 1,4. Donc là, je trouve la fiabilité pour un temps entre pannes égale à 5. Pour un temps entre pannes égal à 112, R de 112 est égal à exponentielle moins 112 divisé par 480 à la puissance 1,4, etc. Donc, une seule fois que vous déterminez le mu, le bêta, le A et le B, vous allez utiliser les différentes expressions et vous remplacez les paramètres de Weibel. Et vous aurez uniquement le temps qui varie. Il n'y a que le temps qui est variable qu'on vient remplacer par les valeurs réelles des temps entre pannes. Alors, Mohamed, est-ce que vous avez compris? Oui, madame, merci, madame. Est-ce que vous avez aussi une question? Est-ce que vous avez du mal à déterminer le mu et le A et le B? Vous avez pu le faire? نورمالمون ساهلين هذوك مدام.
C'est bon. Est-ce que tu essayez de faire les exercices? C'est pour ça que je vous ai demandé d'essayer de faire les exercices. Comme ça, vous pouvez déterminer les points avec lesquels vous rencontrez des problèmes. Parce qu'au début, des fois, ça nous semble facile. Après, on se rend que c'est difficile. Et des fois, c'est l'inverse. Ça semble difficile. Quand on commence à travailler, ça devient facile. Alors, c'est la même chose pour le f de t et aussi la densité de la probabilité. C'est uniquement des calculs dans lesquels vous allez uniquement remplacer dans les expressions pour faire vos tracés. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a des questions concernant la loi de Webel? Madame, s'il vous plaît. Oui, oui, Comme il allez-y. faut 2 questions 1 et 2. Oui. Si vous pouvez répéter vite fait. Oui. Alors, vous avez un problème concernant la détermination des paramètres. Voilà, en gros. Très bien. Donc, je vais essayer de le refaire. Alors, dans le premier exercice, j'espère que vous avez votre énoncé sur vous. ما نسقسيك لا سوليسيون اللي تبعتيها لنا. S'il vous plaît, je réponds à l'étudiant. Ensuite, je vais recevoir les questions des autres étudiants, un par un, s'il vous plaît. داك Le deuxième exercice, monsieur le premier. Le deuxième. Ah oui, c'est la même chose. C'est la même méthode. Alors, vous avez les TI. Comme je vous ai dit, Nassim, les TI, on les classe par ordre croissant. Vous avez le temps entre pannes 5, 112, 202, 295, 370, etc. Et l'ordre 1, 2, 3 jusqu'à 9. Vous avez 9 pannes. Et maintenant, quand vous venez ici tracer votre fonction de répartition, je vous ai donné ces expressions-là. Vous allez utiliser la méthode des rangs médians. Lorsque le nombre d'échantillons, qui est le nombre de pannes, est inférieur à 20, le FI, la fonction de répartition, est égal à I moins 0,3 divisé par N plus 0,4. Lorsque le nombre d'échantillons est compris entre 20 et 50, vous allez utiliser cette deuxième expression. Et lorsque le nombre d'échantillons est supérieur à 50, vous venez utiliser cette troisième expression-là qui est F de I égale à I divisé par N. Alors, dans notre cas, nous avons un nombre d'échantillons qui est inférieur à 20 et qui est égal à 11. Donc, nous allons utiliser cette première expression, I moins 0,3 divisé par N plus 0,4. Donc, notre grand N dans cet exercice, bon, vous parlez du deuxième. Alors, notre grand N, ici aussi, nous avons 9 échantillons. Lorsque nous avons 9 échantillons qui sont le nombre d'échantillons qui est inférieur à 20, on utilise cette expression et on remplace. Vous avez I égale à 1. Donc, c'est 1 moins 0,3 divisé par 9 plus 0,4. Vous allez obtenir votre FI. Pour le deuxième exemple, vous avez un I égale à 2. Donc, c'est 2 moins 0,3 divisé par 9, qui est le nombre total d'échantillons, plus 0,4, etc. jusqu'au 9e, jusqu'à la 9e panne, qui est F de 9 est égal à 9 moins 0,3 divisé par 9 plus 0,4. Alors, une seule fois que vous avez calculé les FI pour toutes les pannes, vous allez mettre ça en pourcentage. Alors, par exemple, ici, 0,0744, c'est 7,44, 18,08, etc. jusqu'à On 92. multiplie juste par 100, c'est près, c'est en pourcentage. Voilà, exactement. Le plus important, c'est de bien calculer les FI. Alors, une seule fois que c'est fait, vous venez tracer sur votre papier Webel ces points-là pour obtenir une courbe qui est droite. D'accord? Alors, pour le temps ici, vous avez le maximum, c'est 905. Et sur le papier Webel, par exemple, le papier Webel que je vous ai donné, il va jusqu'à 200. Ce papier-là, il va jusqu'à 100. Donc, l'échelle des abscisses, elle va jusqu'à 100. Donc, vous allez vous arranger ici pour pouvoir tracer ces valeurs-là sur votre papier Webel. D'accord? Pour cela, vous allez faire un changement d'échelle. Un changement d'échelle qui vous permet d'avoir tous les points tracés sur votre papier. Donc, par exemple, ici, ça a été divisé par 100. Et les points, le nuage de points a été tracé de telle manière à obtenir une courbe.
Ensuite, une seule fois que ça a été fait, le mur a été obtenu. Donc ici, je vais essayer de vous montrer la méthode. Alors, vous avez ici le papier Weibel. Vous avez les valeurs de FI en pourcentage. Hein. Et là, vous avez le temps. D'accord? D'accord. Là, vous avez l'échelle de bêta qui va elle va de 0 jusqu'à 7. Et là, vous avez le 1. Là, vous avez le 1. Alors, je viens ici, je vais mettre mes points. Comme je vous ai dit, en faisant un changement d'échelle par rapport au temps. Donc, je trace ma droite. Alors, l'intersection ici, je fais une projection au point d'intersection pour trouver mon mu. Alors, une seule fois que je lis mon mu sur l'échelle, sur ce graphe-là, sur cet axe-là, je vais multiplier par l'échelle. D'accord? L'échelle que vous avez utilisée. Chacun utilise l'échelle qui lui permet d'avoir le bon résultat. Il n'y a pas une échelle précise à utiliser. Tout dépend de l'exercice. Donc, vous pouvez ici utiliser une règle. Et vous venez tracer une droite parallèle à la droite de f de i qui va vous permettre d'obtenir le paramètre bêta, de le lire. Voilà. Madame, l'échelle, c'est 100 dans ce cas, par exemple. Dans ce cas, c'est 100. C'est 100, mais c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je n'aime pas utiliser l'échelle 100. Je préfère utiliser l'échelle de 100 pour que ça soit plus clair. Mais là, oui, ils ont utilisé l'échelle de 200. D'accord. 200 plutôt. Donc, une seule fois que vous aurez la valeur de bêta, vous allez la lire. Alors, est-ce que vous avez compris ici la méthode? Oui, pour l'instant, c'est bon. C'est bon. Donc, maintenant, vous savez comment on détermine le bêta. Alors, une seule fois qu'on détermine le bêta, on utilise la table de Weibel. Par exemple, dans cet exercice, vous avez bêta A et B. Pour une valeur égale à 1,4 de bêta, la valeur de A qui est associée, c'est 0,911, etc. Et la valeur de B est égale à 0,659, etc. Donc, c'est simple. Maintenant, vous arrivez à déterminer les paramètres de Weibel. Oui, voilà, c'est bon. Donc, à chaque fois ici, quand vous tracez votre nuage de points et que vous avez l'allure d'une droite, le gamma est nul. Ce qui veut dire que la loi de Weibel est vérifiée parce qu'il y a des cas, mais nous, l'objectif, c'est d'utiliser la loi de Weibel. Il y a des cas où le gamma n'est pas nul. Bon, ça se complique davantage quand le gamma n'est pas nul. Mais pour notre cas, pour la fiabilité avec la loi de Weibel, nous allons trouver toujours un gamma qui est nul avec un nuage de points qui nous permet d'avoir une droite. Donc, une seule fois que vous avez le mu, le gamma qui est nul, la valeur de bêta que vous avez lue ici à l'échelle directement et que vous aurez déduit le A et le B à partir de la table de Weibel, vous venez remplacer ici dans les équations. Vous allez utiliser ces équations-là. Pour le MTBF, A fois mu plus gamma, gamma qui est toujours nul, le paramètre A fois mu, l'écart type qui est égal à B fois mu, etc. Alors, est-ce que c'est clair, Nessim? Oui, merci bien. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions concernant la loi de Weibel? Vous avez tous compris? C'est simple, la méthode, elle est vraiment simple. Hein? C'est-à-dire, le seul problème dans cette méthode, c'est que les lois sont empiriques et on ne peut pas les démontrer. Ça veut dire, à chaque fois, il faut les apprendre ou bien avoir des indications lors d'un test.
On vous dit, voici la loi, l'expression de R de T, voici la loi qui vous permet d'avoir la densité de la probabilité ou bien la fonction de répartition, etc. Alors, si c'est clair pour tout le monde, on passe à la série numéro 7. Je vais vous expliquer l'arbre de défaillance et la méthode ABC, afin que vous ayez tous une idée. Après, si vous avez des questions, bien sûr, en TD, une seule fois que vous aurez essayé de faire les calculs chez vous, on va déterminer les problèmes que vous rencontrez. Vu que c'est notre dernière séance le samedi, je préfère vous faire des séances de révision en ligne. Alors, oui. C'est l'autre fichier. Alors, je vous ai fait la dernière fois le rappel concernant. Alors oui, maintenant, on passe à la série 7, c'est les méthodes avancées de maintenance industrielle. Alors en principe, dans ce module, vous faites vraiment en détail les méthodes avancées de maintenance industrielle, comme l'arbre de défaillance, la méthode ABC, la méthode Maxer, la méthode MDEC, les chaînes de Markov. Tout ça, c'est des méthodes avancées. Mais comme nous n'avons pas eu le temps de les faire, je n'ai fait que l'essentiel du module, parce qu'il faut passer par la fiabilité avec les différentes méthodes, les méthodes discrètes et les méthodes continues. Alors, par exemple, les méthodes discrètes que nous avons fait dans la fiabilité. Qui peut me citer une méthode discrète? Alors, c'est quoi la différence entre une méthode discrète et une méthode continue? Dites-moi, c'est quoi la différence entre une méthode discrète et une méthode continue? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Mohamed, est-ce que tu peux répondre à cette question? Je sais pas, madame, wallah. Alors, les méthodes discrètes, c'est-à-dire, ça ne dépend pas du temps. Et les méthodes continues, ça dépend du temps. Alors, la méthode discrète, on a fait la loi de Poisson. La loi de Poisson, c'est lambda exponentielle moins lambda. À chaque fois, vous remplacez. Ça ne dépend pas du temps. Vous étudiez ça sur une période donnée. Et les méthodes continues, vous allez les étudier en fonction du temps, comme la loi exponentielle, la loi de Webel que nous avons fait. Il reste deux autres méthodes que nous n'avons pas traitées parce que nous n'avons pas eu beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai traité uniquement les méthodes essentielles ainsi que les méthodes avancées de maintenance industrielle. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment le minimum. Alors, on commence par l'arbre de défaillance. Je vous ai déjà fait la dernière fois un rappel en TD. Donc, l'analyse par l'arbre de défaillance permet de représenter de manière déductive et rigoureuse l'ensemble des événements conduisant à un effet redouté. Cette méthode permet de déterminer par une approche descendante toutes les causes possibles d'un événement indésirable et de les représenter sous forme d'arbre. Donc, l'arbre de défaillance, il va nous permettre de déterminer l'origine ou bien les causes réelles dépeintes dans un système industriel. Et bien sûr, dans l'industrie, lorsque c'est un peu plus développé, enfin beaucoup plus développé que ça, mais l'origine, c'est-à-dire tous les programmes qu'ils programment sur des logiciels et tout ça, viennent de cette logique-là. Donc, lorsque vous utilisez ce symbole-là, un cercle, c'est l'événement de défaut de base. Le rectangle, c'est l'état du système ou bien du sous-système ou bien l'état intermédiaire. Ici, c'est l'événement de défaut secondaire non développé. C'est-à-dire, des fois, on commence à développer les raisons, mais on arrive à un stade où on ne peut pas développer davantage. Donc, ça reste un événement réellement qui n'est pas développé. Et l'inhibiteur, c'est-à-dire quand vous avez deux événements qui vous permettent
qui vont vous permettre d'avoir le même résultat. Vous pouvez l'utiliser, ce symbole-là. Et vous avez le et le o. Voici un exemple. Un exemple d'un arbre. Vous le tracez de cette manière. Maintenant, on passe directement à l'exercice A que nous avons déjà traité en TD, où les indications que je vous ai données étaient, alors, considérant le système d'éclairage illustré par la figure suivante, voilà l'exercice. Alors, considérant le système d'éclairage illustré par la figure suivante, le système est constitué d'un fusible, un transformateur, deux lampes de fil conductrices et un interrupteur. Alors, vous avez ici un transformateur avec le fusible F1, l'interrupteur E1 et deux lampes en parallèle. On vous demande de développer l'arbre de défaillance de l'événement obscurité au poste de travail. Alors, à votre avis, quand est-ce qu'il y a l'obscurité au poste de travail? C'est-à-dire quand vous voyez ce schéma, par exemple. Quelles sont les raisons? Pourquoi il peut y avoir une obscurité au poste de travail? Alors, nous avons deux cas. Soit les deux lampes L1 et L2, elles sont hors service, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas. Le fusible. Ou bien qu'elles sont défectueuses, ou bien nous avons une défaillance au niveau soit du transformateur, soit du fusible, soit de l'interrupteur E1. Alors, si on veut représenter ça sous forme d'arbre, on le fera comme ça. Vous avez la lampe L1 et L2 avec une porte E. Cela veut dire que L1 et L2 ne fonctionnent pas. Ou bien, la possibilité que le transformateur, le fusible et l'interrupteur ne fonctionnent pas. Pour cela, nous avons l'obscurité au lieu de travail. Et là, par exemple, quand je vous ai donné la dernière fois en TD, je vous ai donné des événements. Par exemple, l'événement A, obscurité au travail. B, les lampes ne sont pas alimentées. C, les lampes sont hors usage. Le transformateur hors service. Je vous ai donné des événements A, B jusqu'à I et je vous ai demandé de faire l'arbre de défaillance. Alors, vous pouvez dans un exercice avoir ces indications-là, quand vous pouvez ne pas avoir d'indication. Par exemple, quand on voit directement ce schéma, comment on peut déterminer l'origine des pannes ou bien l'origine de l'obscurité au poste de travail dans cet exemple-là. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Nessim, vous avez dit quelque chose? Non, j'ai répondu, j'ai dit que le fusible peut être défaillant. Oui, mais c'est-à-dire il faut avoir un certain raisonnement qui va vous permettre de construire cet arbre-là. C'est-à-dire il faut vraiment comprendre votre système. Quand vous avez un système avec des machines ou bien que vous avez un moteur, il faut comprendre l'origine. Soit que vous avez l'indication par rapport aux événements ou bien que vous comprenez votre circuit et son fonctionnement. Alors, concernant le deuxième exercice, dans le deuxième exercice, on considère un système composé de trois composants identiques redondants avec C1 égale à C2 égale à C3, supposons que les composants ne sont pas réparables et que le lambda, le taux de défaillance, est égal à 10 puissance moins 3. Déterminer la fiabilité par l'arbre de défaillance. Alors, quand on dit le système est redondant, alors il faut ici que l'un des trois composants soit défaillant. Alors là, vous avez, tout ça, c'est une démonstration qui est liée. Donc là, vous avez la probabilité de A plus B plus C, qui est la probabilité de A union B union C. Tout ça, c'est une longue démonstration que j'ai faite. Donc, je préfère ne pas la faire maintenant parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, mais que vous pouvez aussi retenir comme ça la probabilité de A union B
union C égale à la probabilité de A plus B plus la probabilité de C moins la probabilité de A intersection B moins etc. Donc, c'est pas vraiment très important d'avoir en tête cette démonstration, mais c'est juste pour vous expliquer qu'à partir de l'arbre de défaillance, on peut obtenir la fiabilité d'un système. Et réellement, c'est ce qui est utilisé. C'est une méthode avancée. Donc, ça se complique vraiment quand vous avez des machines ou bien des moteurs. Donc, comme on n'a pas vraiment eu le temps, j'ai préféré vous faire des exemples vraiment basiques. C'est-à-dire, ce qui m'importe, c'est que au moins vous saurez c'est quoi l'arbre de défaillance, c'est quoi la méthode ABC. Alors, si vous venez ici, vous remplacez ici, vous allez trouver cette expression-là de la fiabilité en utilisant cette formule-là. Alors, concernant l'exercice 3 aussi, il est assez intéressant. Vous avez un système, la décharge de chaleur. La décharge de chaleur est utile pour maintenir la température à un niveau acceptable afin de prévenir les défauts causés par la surchauffe. L'architecture du sous-système de décharge de chaleur peut être conçue comme le montre la figure ci-dessous. Donc la chaleur produite, supposée inépuisable, sera pompée à travers une vanne vers le système de refroidissement de la centrale nucléaire. Alors ici, vous avez un système dans une centrale nucléaire c'est un système de refroidissement. Alors, vous avez la décharge de chaleur qui utilise deux pompes. Et ces pompes-là sont liées à une valve qui va permettre le refroidissement. Donc, les événements que vous avez ici, vous avez T, le flux de chaleur dans le système de refroidissement. A, c'est la pompe 1 en panne. B, la pompe 2 en panne. Et C, la valve en panne. Établir l'arbre de défaillance de l'événement T. C'est-à-dire, ici, il y a toujours un flux de chaleur dans le système de refroidissement. Et pour l'événement T, c'est qu'il n'y ait aucun flux de chaleur dans le système de refroidissement. Alors, quand vous voyez ce schéma-là, comment vous pouvez, par exemple, établir l'arbre de défaillance? Quelles peuvent être les raisons pour qu'il n'y ait aucun flux de chaleur dans le système de refroidissement? Les pompes défaillantes, la valve bloquée. Voilà. Alors, c'est simple. Il faut que les deux pompes, pour qu'il n'y ait aucun flux de chaleur, il est important que les deux pompes soient à l'arrêt. C'est-à-dire, c'est pas, par exemple, on peut dire soit la pompe 1 ou bien la pompe 2. Non, pour que ça ne fonctionne pas, il faut que les deux pompes soient à l'arrêt, comme ça. Alors, nous avons la pompe 1 défaillante ou bien la pompe 2, ici, B. Donc, les deux, ici, nous avons une porte A pour dire que les deux sont défaillantes, ou bien l'événement C. Alors, l'événement C ici, il nous dit que la valve V est en panne, c'est-à-dire qu'elle est bloquée. Donc, pour que l'événement T, qui ait aucun flux de chaleur dans le système de refroidissement, se produise, cet événement-là, alors c'est soit nous avons la valve ici qui est bloquée, ou bien qui est à l'arrêt, ou bien les deux pompes A et B sont à l'arrêt. La pompe 1 et la pompe 2 sont à l'arrêt. Donc ça, c'est un exemple qui est assez simple, juste pour que vous ayez une idée sur l'arbre de défaillance. Mais l'arbre de défaillance se complique en fonction du système. Plus le système est compliqué, plus vous avez un arbre plus compliqué. Et bien sûr, à travers lequel vous êtes capable de calculer la fiabilité du système. Donc, l'objectif toujours de ces méthodes de maintenance avancée, c'est d'avoir la fiabilité et de déterminer la probabilité pour que ces défaillances-là se produisent dans un système industriel. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? C'est clair, vous avez compris? C'est clair. Très bien.
Alors, la méthode ABC, je vais vous programmer une deuxième séance de révision dans laquelle on va essayer de faire la méthode ABC. Je vais vous expliquer en détail cette méthode-là. Comme ça, durant notre séance de TD, nous allons essayer de voir avec, je vais essayer de voir avec les étudiants qui ont des problèmes, qui n'ont pas pu résoudre les exercices de TD afin de m'assurer que toute la section, que tout le monde ait compris le TD. Maintenant, avant qu'on finisse cette séance de révision, je souhaite revenir à la série de TD numéro 5 parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas compris ce qu'on avait fait et les conditions. Quand vous venez ici à l'exercice 4, sachant que la réparation a déjà dépassé 9 heures, quelle est la probabilité pour qu'elle prenne au moins 10 heures? Il y avait des étudiants qui n'avaient pas compris ça. Alors, je vais juste vous poser la question. Pour ceux qui étaient présents la dernière fois, j'ai répondu encore une deuxième fois à cette question, mais je veux quand même m'assurer que vous avez compris. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui ont un problème avec cette question-là? Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont un problème avec ça? Est-ce que vous avez essayé de le refaire chez vous après le TD de samedi? Est-ce que vous avez encore rencontré des problèmes? Oui, allez-y. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes avec cette deuxième question-là? Est-ce que vous avez essayé de refaire ça chez vous? Alors, est-ce que vous m'entendez au moins? Oui, je parle de cette deuxième question ici. La deuxième question de l'exercice 4 de la série 5. Est-ce qu'il y a des étudiants qui continuent à rencontrer des problèmes avec, les conditions A et B? Malek, tu allais parler? Oui, vas-y. Pardon? Oui, qu'est-ce que tu as dit? Tu peux écrire, j'arrive pas, je t'entends pas, tu as un problème de connexion. Malek, essaye de nous écrire ce que tu veux dire. Mohamed, oui, tu allais répondre aussi. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de vous poser la question. Est-ce que vous continuez à rencontrer un problème avec la deuxième question de la série numéro 5? Pas pour moi, madame. Pas pour toi. Et pour les autres? Non. Vous révisez ça, vous révisez très bien la série numéro 5. D'accord? Oui, madame, oui. Révisez très bien. Parce que le samedi, je veux que vous ayez déjà révisé tout ça pour le samedi. Comme vous savez, il vous reste une deuxième interrogation. Je vous ai déjà informé que vous allez avoir 2 interrogations avec moi durant ce semestre. Donc, il est important que vous révisiez tous vos TD. D'accord? Oui, madame. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je connais les questions. Écoutez, vous essayez de faire les exercices de Weibel tout seul et je vais programmer une deuxième séance de révision pour le vendredi et vous me dites ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes? Est-ce que vous avez pu tout calculer? D'accord? Oui, madame. Très bien. Et préparez vos questions. D'accord. Bon. Alors, vous attendez un petit moment. Madame,
Oui, مادام البروف تاع الكور قال لنا في بلاصه دوزيام انتي روح ندير لكم ميني بروجي تخدموه باش ينقص non, علينا non, لا شارج نورمالمون هكذا قال لنا. c'est moi votre وي chargé de مدام هكذا TD. قال لنا. Oui, قالكم. Mais vous savez, c'est moi votre chargé de TD. Donc, c'est moi qui prends en charge le TD. Le chargé de cours va prendre en charge votre MD et non pas le TD. C'est moi qui est responsable à 100% de votre TD. D'accord? مدام صح ما نقدروش بقات لنا اون سيمان تاع لي زيكزامان شغل لازم نريحو فيهم قسما ريفيزي وقسما كدا. وانا مش هنقول لكم دوكا هنايا qu'est-ce que j'essaie de faire c'est-à-dire en programmant cette séance j'essaie de vous expliquer au lieu تقعدوا وحدكم في الدار سيو ديروا les exercices وما تفهموش je suis disponible ici en ligne pour répondre à toutes vos questions et j'ai aussi transmis mon mail à votre délégué pour que chaque étudiant me contacte s'il a des questions s'il a essayé de résoudre les exercices et il rencontre des problèmes c'est pour ça que je suis disponible. مدام مانيش نهضر على هذا الموديل، مدام انا نهضروا بلي ما كفاناش الوقت باش نريفيزيو لي زوطخ موديل. ما يكفيش الوقت. Moi aussi j'étais étudiante comme vous. علاه كان يكفيني الوقت. كنت نقرا من الصباح لليل. انا مدام تاني عام السنه ديال زربوا لنا بزاف لي زيكزامان، كنا نجوزوهم في جوان، كنا نجوزوهم في لافان دو ماي، السنه داروهم لنا لو 7 ماي، ما حاش يكفينا الوقت، وكاين حد يزيد يدير لنا انتيرو هكا حضرينا مدام بزاف. فري ما حاش يكفينا الوقت باش نريفيزيو. بصح vous donnez de n'importe son module, vous essayez de réviser. شحال عندكم دوكا؟ Si vous essayez de réviser cette soirée, hein. مدام ديزولي، مدام ديزولي. module. Oui, oui, Ayoub, je t'écoute. عندنا 4 بروجي، وزوج منهم حنمدهم غدوه وزوج حنمدهم بالسبت. Très bien. Donc le vendredi, je vous programme une séance de révision aussi le vendredi pour répondre à toutes vos questions. Concernant la deuxième interrogation, vous allez avoir une deuxième interrogation, mais ما حش تكون كيما la première. La première, c'est-à-dire je voulais cerner tout le TD. La deuxième, ندير لكم حاجة خفيفة. D'accord? قلت لكم réviser la série 5. D'accord? Je vais m'assurer que tout le monde ait compris la série 5. C'est bon? وي مدام. أنا قلت لكم أنا حددت لكم قلت لكم ريفيزيو واش نزيد لكم ما قلت لكمش ريفيزيتو Non, madame, c'est juste qu'il y a eu une contradiction. contradiction concernant quoi Le prof, le chargé de cours, قال لنا عفسة وانت قلتي لنا عفسة. ايه هو جا أنا قال هدرت لنا. معاه بعدها قال لكم في الكور ومن بعد هدرت معاه قلت له non قلت له je prends en charge le TD si tu veux noter tu notes le cours moi je note mon TD toute seule voilà c'est bon. D'accord. Mais TD et le cours l'enseignant TD Wally il est responsable des notes de TD et le chargé de cours est responsable de l'EMD. Ensuite, on va combiner les deux, on va faire une moyenne et vous aurez votre note du module. C'est bon? oui, madame. Même concernant la compréhension, je crois peut-être comme vous avez rencontré des problèmes à le cours, à chaque fois, je vous fais un rappel. Début de la série, je fais un rappel avec lequel vous arrivez à faire tout le TD. C'est bien, est-ce vrai? Ouais. Voilà. Donc, maintenant, donc moi, comme vous le savez, moi, je suis votre chargée de TD. Je suis ici pour vous évaluer. Je suis assurée que traitement les exercices, ils ont tout fait et ensuite je les évalue. C'est ça mon rôle. Je suis pas là pour ni vous saboter, ni vous... Mon rôle, je le fais correctement. Je vous donne les informations, je vous explique comment faire et en retour, il faut que vous me donniez quelque chose. Ce que vous avez compris. Voilà, c'est ce que vous me remettez. Alors, c'est bon, c'est clair. Concentrez-vous sur la série numéro 5 et aussi, vous révisez un peu votre cours. Donc, puisque le chargé de cours il vous a donné des exposés concernant les méthodes avancées, vous devez réviser. Par exemple, dans l'interrogation, je vous ai demandé de définir la maintenance. Et c'est pas tout le monde qui a pu le faire. Ce qui est programmé pour vous, les normes sont programmées pour vous, mais c'est pas tout le monde qui a pu répondre. Pourquoi? Et pourtant, vous avez fait le cours.
C'est pour ça qu'il faut réviser le cours. Il se peut que vous ayez, par exemple, dans l'interrogation, quelques questions de cours, mais basiques, disons, pour un étudiant qui a vraiment compris la base du module maintenance. Il pourra répondre. C'est bon? C'est clair? Ouais. Donc, je vous fais une séance de révision le vendredi. Essayez de faire vos séries d'exercices. Ou l'un a un problème, soit il me contacte directement par mail, je vais prendre le temps de répondre et de lui expliquer ce dont il a besoin. Sinon, on fait encore une séance de révision, comme la série 5, ou comme la série 4, et je vais continuer à vous expliquer jusqu'à ce que tout le monde ait compris. C'est bon? Oui, madame. Très bien, alors je vous souhaite une bonne soirée. Je reste disponible par mail. Et bonne révision et bon courage pour vos exposés et pour votre révision. Merci.